justement dialoguer avec les deux autres régions et tout particulièrement la Flandre, qui ont un très très beau bureau. Il faut aller voir Tour et Taxi. On a visité, on en est revenu amoureux et prêt à nous régionaliser en Flandre juste pour le bureau de l'agence du patrimoine sur le site de Tour et Taxi. Donc voilà, donc j'accueille Madame Catharina Van Erck pour les enjeux de l'identification, de la protection et de la rénovation du patrimoine du logement social en Flandre. Merci pour vous et aussi merci pour parler en français. Voilà, donc voilà, mais vous parlerez toujours mieux que moi en flamand. Donc bonjour à tous et à toutes. Pour moi, c'est une expérience de parler en français, on verra. Mais tout d'abord, merci pour l'invitation. Et quand j'ai reçu ce titre-là, j'ai pensé un instant qu'on me demandait de parler du plaisir de l'identification, de la protection et de la rénovation du patrimoine. Mais ce sont plutôt les problèmes et les défis qu'il fallait parler, mais heureusement, ils sont nombreux. Donc, je souhaite néanmoins aussi partager mon intérêt, ce qui n'est peut-être pas uniquement professionnel. Comme enfant, depuis la fenêtre de ma chambre, je regardais ce quartier-là, constitué d'éléments préfabriqués. C'est marquant, c'est mal aimé, mais aujourd'hui reconnu comme patrimoine. Un peu plus loin se trouvait une cité-jardin très idyllique, c'est sans doute patrimoine. Et ces cours viennoises monumentales de entre-deux-guerres. Et à côté, cet quartier de gratte-ciel iconique conçu par Renat Brahm. Donc mon grand-père me racontait toujours comment en les années 50, tout Anvers venait voir les potenblokken, donc les blocs de jambes. Et même pour les Nations Unies, c'était un modèle pour les nouveaux modes d'habitation en Europe en ce temps. Et pourtant, même cet quartier est aujourd'hui un peu désolé et pas protégé. Donc, ma question centrale pour aujourd'hui, comment identifier et gérer les valeurs de ce patrimoine exceptionnel? Et j'adopte une perspective vraiment hélicoptère sur le tout du patrimoine. Parce qu'il y a quelques années, j'ai réalisé avec mes collègues Evert van de Wege et Julie Verelst un inventaire thématique du patrimoine locatif social en Flandre, donc le tout du patrimoine locatif. Et cette étude reste toujours d'actualité. Et en plus, l'été passé, j'ai fait une petite mise à jour limitée. Donc cette étude était une collaboration unique entre l'Agence du patrimoine de Flandre et la Société flamande de logement social. C'était pas toujours facile cette collaboration parce que ce sont deux perspectives très différentes. Donc l'agence est chargée de l'étude de la protection et de la gestion du patrimoine immobilier et la société flamande soutient les sociétés de logement local sur les plans administratifs, techniques et financiers. Et l'objectif de l'étude ou de l'inventaire était en effet d'aligner la rénovation énergétique et les valeurs patrimoniales. Donc ce n'est pas évident parce que pour les sociétés, la démolition est la solution la plus simple, qui en outre est supportée par les structures financières ou les emballer avec une isolation extérieure, comme on voit ici. Et notre mission consistait à déterminer la valeur de plus de 6000 de groupes d'habitation construits entre 1919 et 1985. Donc ça représente une quantité, une variété impressionnante de styles et de périodes. Et seulement 15% du patrimoine datait avant la Seconde Guerre mondiale. Il a donc surtout fallu développer des cadres pour le patrimoine jeune. Et en effet, il s'agit encore de beaucoup plus de logements à évaluer, car dans les quartiers de maisons individuelles, et ils sont nombreuses, il reste souvent peu de logements locatifs et on a toujours évalué l'ensemble.
Donc, c'est un des problèmes principaux avec le patrimoine. Une partie des logements ont été construits pour la vente immédiate ou ont été vendus après 15 ans aux locataires en place, dont la fragmentation de la propriété est un des principaux problèmes pour la rénovation. Et l'espace public, lui, appartient à la municipalité. Donc, on a évalué 2000 sites avec plusieurs groupes d'habitation et nous avons enregistré 226 dans l'inventaire établi du patrimoine architectural de Flandre avec une description très détaillée. À l'époque, l'inventaire était encore la responsabilité du gouvernement flamand. Aujourd'hui, c'est la responsabilité des autorités locales. Le gouvernement n'y accorde pas de prime, mais il y a un certain nombre de conséquences juridiques, donc une spécifique au logement social, et c'est que les sociétés ne sont pas obligées de démolir si la rénovation coûte plus de 80% d'une nouvelle construction, qui est la règle standard. Comment avons-nous abordé cette mission? Pour commencer, ce n'est pas un patrimoine évident dans les traditions d'héritage, parce que dans la plupart de logements construits après la guerre, la valeur réside dans la fonctionnalité, la standardisation et une croyance dans le progrès. Et comme a dit Le Corbusier de cette nouvelle esthétique, les yeux qui ne voient pas. Donc, pour percevoir les valeurs moins évidentes, il faut porter un regard un peu différent, fondé sur la connaissance. Donc, nous avons développé un cadre historico-thématique et c'est à travers ce prisme scientifique que nous avons vraiment lu les quartiers. Donc, le cadre est basé sur des archives et des recherches documentaires, mais aussi beaucoup de visites sur le terrain. On a visité presque 70% des quartiers. Et là, on a fait une lecture typomorphologique à différents niveaux, quartiers, bâtiments et logements. Et finalement, on a identifié 11 grands types de quartiers, chacun lié à une période socio-économique spécifique ou à un programme de logement spécifique ou une approche urbanistique. Et comme on connaît les cités-jardins ou les immeubles modernistes, ça c'est clair. Mais il y a aussi des types moins connus, comme les groupements semi-ruraux des années 50, qui aussi racontent une vraie histoire intéressante. Oh, je suis un peu... Ah non. Ok, donc c'est plutôt un outil pragmatique pour nous pour identifier tous ces quartiers, mais c'est aussi une histoire très forte pour raconter et on a appelé ça goed wonen voor iedereen. Ça peut se traduire un peu comme une bonne vie pour tout. Et c'est aussi le titre de notre rapport de recherche que vous voyez là. Mais alors, encore une question demeure, pourquoi c'est un patrimoine, oui ou non? Donc l'agence s'appuie sur une liste de valeurs et de critères définis par la loi qui sont attribués avec une méthode comparative donc au sein des groupes thématiques que vous avez vus avant. Pour cette étude-là, nous avons principalement utilisé la valeur architecturale, urbanistique, historique et technique. Et les critères, la représentativité, la rareté, la valeur d'ensemble qui était très important pour nous et la reconnaissance ou la lisibilité. Donc c'est aussi important, le décret flamand ne parle pas d'authenticité ou d'intégrité, mais de la reconnaissance ou lisibilité. Et cela offre un marge de manœuvre aussi pour les rénovations. Nous avons aussi visité presque toutes les sociétés de logement pour savoir ce qu'elles-mêmes considèrent comme précieux dans leur patrimoine. Nous avons tenu compte de ça aussi. Et ajouté quelques critères supplémentaires qui prennent compte de leurs préoccupations, comme l'état des plans de rénovation en cours ou la répartition entre les sociétés.
Donc, ce qui était le résultat, vous voyez ici pour la Provence d'Anvers, en violet les quartiers qu'on a étudiés et en vert le nombre qu'on a sélectionné. Donc, en moyenne, c'est plus ou moins 12%, mais vous voyez clairement que plus les périodes étaient plus récentes, la sélection était plus stricte. Et ça s'explique par le grand nombre de ces quartiers, mais aussi par leur nature, parce que dès les années 70, ce sont surtout de grands quartiers standardisés. Nous en avons sélectionné que 4 dans toute la Flandre, tout avec une certaine valeur architecturale. Et pour cette période-là, nous avons mis l'accent sur les alternatives de cette période, comme les lotissements du modernisme tardif ou les woonerf. Les protections. Donc, généralement, les inventaires sont suivis d'une campagne de protection. Nous avons sélectionné 46 quartiers comme patrimoine de très haute valeur, afin d'en protéger certaines en coordination avec les sociétés de logement. Mais sur ce point, on peut être très bref, la mission échouée. Il y avait des craintes politiques quant à l'impact financier et aussi des craintes pour les difficultés techniques de grands ensembles modernistes. Donc jusqu'à aujourd'hui, en Flandre, seuls 2 quartiers de logements sociaux sont intégralement protégés, tous les 2 des cités-jardins d'avant la Seconde Guerre mondiale. C'est le cité-jardin Unitas à Anvers et Mariendalplatz à Diest. Et en outre, dans le cité-jardin Klein-Rusland, Petite Russe en français, 4 habitations sont protégées en 2009 en vue d'une restauration expérimentale. Et aujourd'hui, c'est un quartier avec une longue histoire, mais aujourd'hui, il y a un master plan pour partiellement reconstruire, partiellement protéger et partiellement reconstituer ce quartier. Donc, les stratégies hybrides, telles que celle-ci, on se voit souvent aujourd'hui et c'est peut-être un résumé des dilemmes et de la réalité de ce type de patrimoine. Donc, cela nous amène au défi le plus difficile, la rénovation des logements sociaux ayant une valeur patrimoniale. Les bâtiments inscrits à l'inventaire relèvent de la politique locale et de la responsabilité des propriétaires. Donc, pour les accompagner, l'agence a publié un manuel technique rédigé par ma collègue Hélène Schrooijen. Et ce manuel repose sur 2 principes clés. Donc, préserver la valeur d'ensemble et trouver un équilibre entre la préservation et le confort et la performance énergétique et les moyens financiers. Donc, l'été dernier, j'ai mis à jour l'état des quartiers inventoriés. Le résultat pour moi était un peu triste. Donc, toujours environ 65 doivent encore être rénovés et 15% ont disparu du patrimoine, soit démolis ou vendus. Donc, le défi sur le point de rénovation reste énorme aujourd'hui. Les démolitions continuent, même dans les quartiers de grande valeur, comme ici à Turnhout. C'est celle. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. L'inventaire a encouragé la rénovation. Ici, on dit clairement démolir n'est pas une option parce que les tours figurent dans l'inventaire. À première vue, les complexes composés uniquement de logements locatifs, comme celui-ci, semblent plus simples au niveau d'organisation parce qu'ils peuvent être rénovés dans leur totalité. Mais souvent, ces immeubles ne peuvent pas être adaptés aux normes actuelles avec la hauteur sous plafond comme obstacle majeur. Mais c'est en effet pas uniquement une question de patrimoine, mais un défi pour toute forme de réutilisation dans le cadre de logement social.
Dans le cas de Virusblok à Anvers, par exemple, le proteste contre la démolition a conduit à une vente à la Société de développement urbain AG Vespa, ce qui a permis une rénovation en dehors du cadre strict du logement social. Le résultat, c'est une très bonne restauration, transformant les Virusblok en un ensemble de logements collectifs à prix abordable, mais le prix de rénovation n'est pas vraiment abordable. Donc, dans la Arenaweg, on a exploré une voie alternative. C'est aussi vendu à AG Vespa et ils ont suivi un parcours d'apprentissage lancé par le gouvernement flamand pour la création de coopératives d'habitation. C'est un projet à très long terme, mais peut-être porteur d'avenir. On voit aussi la stratégie de reconstruction. On a reconstruit ce tour-là complètement selon les normes actuelles, mais on a vraiment fait une copie d'éléments de façade. Mais c'est à son tour, ça défie les points de vue du secteur de patrimoine. Heureusement, on voit aussi de beaux exemples réalisés dans le respect des normes d'habitation sociale et dans les contraintes budgétaires, comme celui-ci de Willy van der Meeren. Mais comme indiqué au début, les quartiers à propriété mixte posent un vrai défi parce que pour préserver la valeur d'ensemble, une rénovation intégrée avec tous les propriétaires est nécessaire. Donc dans les quartiers plus anciens, ce qu'on voit est que les sociétés vendent leurs maisons qui sont restées là. Mais en effet, la rénovation est reportée sur les nouveaux propriétaires privés qui souvent ont peu de moyens. Et encore une fois, c'est aussi pas une question du patrimoine. Cette logique de vente s'applique aussi à des quartiers sans valeur patrimoniale. Dans les quartiers où la majorité de logements sont encore locatifs, une rénovation partielle peut donner de bons résultats, comme ici. Et pour conclure ce sujet, je voudrais encore souligner un projet pilote très intéressant à Egelsvenne à Mol. L'organisation architecturale Arthur a travaillé avec la société de logement qui a joué un vrai rôle de pionnier. Ils ont lancé ensemble une rénovation test et ont proposé aux propriétaires privés de se joindre à un projet collectif. Mais malheureusement, tout est aujourd'hui à l'arrêt à cause des fusions des sociétés de logement. Donc, cela m'amène à la fin. C'est une réflexion plutôt personnelle. Einstein a dit un jour, on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré, et cela vaut également ici, je pense. Le patrimoine de logements sociaux est sans doute un patrimoine de haute valeur, qui n'est même pas questionné par les sociétés lui-même, mais ils ont aussi le problème de la rénovation. Mais le défi de rénovation, à mon avis, dépasse les perspectives des deux secteurs. Et peut-être l'avenir nous offre des opportunités nouvelles parce que les défis écologiques rendent la préservation maximale plus pertinente, qui cause aussi un changement de système financier. Une approche collective et intégrée à l'échelle du quartier gagne en reconnaissance dans plusieurs secteurs et la transition urbaine rend ce patrimoine à nouveau très pertinent, je pense, c'est-à-dire ce sont des quartiers à circulation réduite, équipements partagés, des quartiers verts, modes d'habitation plus collectifs. Et enfin, pour terminer, je pense qu'une grande partie de ce patrimoine se trouve dans des espaces marginaux, des lieux un peu oubliés, où vivent des personnes aussi un peu oubliées. Et si nous voulons vraiment agir dans une optique d'avenir, nous devons vraiment prendre soin de ces espaces.
Cela commence par un regard différent, mais ça demande beaucoup plus que cela. Merci pour l'attention. Merci beaucoup. C'est toujours intéressant de voir que nous avons les mêmes problèmes. En Wallonie et en Flandre. C'est un moment d'échange problématique. Alors maintenant, nous avons le plaisir